Bonjour Grégoire Bignet, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes architecte et vous enseignez à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Et ce sont ces cours qui vous ont inspiré la trilogie dont nous allons parler aujourd'hui. De fait, vous avez été frappé lors de ces cours par une question récurrente de vos étudiants. Alors cette question, la voici. Ai-je la capacité, en tant qu'architecte, d'améliorer la situation dégradée entre l'homme et la nature ? Alors cette question, Grégoire Bignet, vous avez souhaité y apporter des éléments de réponse à travers un premier ouvrage intitulé « Comment partager le monde habité » qui approfondit le lien entre architecture et écologie. On peut retrouver ce podcast sur le site du courant pour une écologie humaine. Et vous orientez le deuxième opus dont nous allons parler aujourd'hui sur l'économie, et notamment l'économie circulaire. Alors pourquoi donc ce thème de l'économie vous a-t-il particulièrement intéressé en tant qu'architecte, Grégoire Bignet ? Quand on fait une recherche sur Internet sur l'économie circulaire, on trouve beaucoup de choses tout à fait intéressantes, comme par exemple le recyclage, la conception écologiquement vertueuse, les circuits courts, tout ce genre de choses. Mais finalement, on se trouve face à une sorte de panier avec de bons gros œufs, mais la recette de l'omelette aux truffes, je défie quiconque de la trouver sur le net, sauf à tomber sur des définitions extrêmement complexes, en tout cas des définitions beaucoup moins faciles à comprendre que celles, par exemple, du développement durable, qui consiste à penser le développement du monde qui ne soit pas au détriment des générations futures. Donc la définition est relativement simple. Et donc, j'ai été amené à réfléchir à cette définition, à ce qui se cachait derrière cette notion d'économie circulaire. Et dans mon livre, qui est essentiellement constitué de 3 chapitres, eh bien, j'ai décrit 3 volets qui me semblent être les fondements de l'économie circulaire. Le premier, c'est l'écologie industrielle. Le deuxième, c'est le recyclage. Et le troisième, c'est l'économie sociale et solidaire. Et donc, l'objet de mon ouvrage était d'une part d'expliquer, de mieux comprendre quels étaient ces 3 volets, et d'autre part, dans une deuxième approche, de voir en quoi ces 3 volets avaient un impact sur la production de bâtiments, et donc l'architecture aujourd'hui, et permettaient de consolider la première vision que j'ai pu développer dans mon premier ouvrage sur l'écologie. Parlons maintenant d'écologie industrielle. Pouvez-vous nous en donner une définition, Grégoire Bignet, et développer le lien que vous en faites avec l'architecture ? Alors, l'écologie industrielle, qu'est-ce que c'est ? C'est assez facile à comprendre. C'est imaginer une usine A qui produit une production et qui a des déchets. Donc, quand on fait une production industrielle, on a toujours des déchets. Imaginez que ces déchets de l'usine A soient les ressources de l'usine B. Et donc, l'usine B fait sa propre production et puis elle-même produit des déchets qui pourraient être la ressource première d'une usine C. Et vous l'avez compris, l'usine C produit sa propre production et des déchets qui seraient les ressources de l'usine A. Ce qu'il faut retenir de cette écologie industrielle, c'est donc la proximité et surtout le fait qu'elle fonctionne en boucle fermée. Ça veut dire que par symétrie, une boucle aplatie ou une boucle ouverte est une pollution ou un gaspillage. Quand vous fermez la boucle, eh bien, vous réutilisez et donc vous n'avez pas cette économie du gaspillage ou de la pollution, c'est-à-dire finalement une production qui se répand dans la nature. Ça, c'est l'écologie industrielle. Alors pourquoi c'est intéressant pour un architecte ? Eh bien, tout simplement, imaginez que vous conceviez une maison, acter le fait que, par exemple, le local de la chaudière chauffe la chambre de bébé, à condition, évidemment, de ne pas isoler entre les deux parties. Eh bien, on peut imaginer une architecture qui, sur les fondements d'une écologie industrielle, pourrait justement, en bouclant ces cycles-là, ne pas ni polluer, ni gaspiller. Grégoire Bignet, pouvez-vous approfondir cet exemple d'écoparc au Danemark dont vous vous servez pour illustrer cette notion d'écologie industrielle ? Oui. Alors, j'ai cité le port de Kalundborg au Danemark comme exemple bien connu d'écologie industrielle. Ce qu'en raconte l'économiste Søren Erkman, un économiste hongrois, explique qu'au sortir de la guerre, les urbanistes et les élites de la ville ont réfléchi devant l'absence de ressources. Au sortir de la guerre, l'Europe avait peu de ressources, à justement cette économie de proximité comme modèle possible de développement urbain.
Et ils ont réfléchi à 5 entités qui composent une ville. En l'exemple, c'est une usine de gypse, une centrale de chauffage, un quartier, je crois, et une autre usine, 2 autres usines, je crois. Et ils ont constaté que finalement, toutes ces usines et toutes ces, comment dirais-je, entités, hein, de production, par exemple, de chaleur, de chauffage urbain, eh bien, pouvaient utiliser leurs déchets respectifs pour pouvoir fonctionner. Et voilà. Et donc, ça, c'est un exemple bien connu sur Enerkman met aussi en évidence les fragilités d'un système comme ça dans le système dans lequel nous sommes, le système économique dans lequel nous sommes. Par exemple, si une des entités fait faillite ou si une technologie disruptive vient troubler, je dirais, cette organisation vertueuse. Mais c'est quand même un modèle qui est extrêmement intéressant, surtout où en 2021, nous réfléchissons à un monde qui ne serait pas forcément un monde avec des liens très très longs, comme par exemple le projet de la route de la soie, qui est ce fameux projet de route commerciale et de transport entre Pékin et l'Europe, et qui est là le contraire d'une économie de proximité. Pour cette route, on parle d'une centrale nucléaire tous les 500 kilomètres. On voit bien qu'on est dans deux mondes et deux modèles radicalement différents, et sur lesquels il est important, même pour un architecte, de réfléchir et de se positionner. Oui, dans cet exemple que j'ai cité de la route de la soie, c'est un projet et qui est en construction, un projet à l'initiative du gouvernement chinois qui consiste à relier la Chine, c'est-à-dire un centre de production industrielle, à son principal client qui est l'Europe, qui est la première économie mondiale. Et pour ce faire, elle a imaginé la construction d'une sorte de cordon ombilical industriel, chemin de fer, autoroute, entrepôt, plateforme d'échange, tout le long de finalement ce qu'était anciennement la route de la soie, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Ce modèle qui est déjà mis en œuvre et dont la finalité devrait aboutir dans quelques années, est exactement le modèle contraire du modèle de Kalundborg, dans le sens où nous sommes dans des flux extrêmement longs, donc des trajets extrêmement longs de plusieurs milliers de kilomètres, alors que le port de Kalundborg se fait dans une enceinte de quelques hectares. On peut donc imaginer qu'une autre économie que l'économie linéaire mondialisée, illustrée par cet exemple du route de la soie, par au contraire une économie entièrement constituée de tout petit cluster d'économie circulaire comme le port de Kalundborg, qui constituerait un tissu économique, notamment celui de l'Europe. Êtes-vous en train de nous dire, Grégoire Binier, que la solution à la crise écologique se trouve exclusivement à l'échelle locale? Alors, je ne pense pas que la solution soit de revenir à une toute petite échelle. Je pense que la réflexion doit être simultanée, c'est-à-dire à différentes échelles, à l'échelle mondiale, à l'échelle, disons, continentale, à l'échelle de la métropole, et puis à l'échelle voilà, de son voisin. Alors revenons à l'architecture, si vous le voulez bien, Grégoire Binier. Le recyclage est donc l'un des fondements de l'économie circulaire. De là, quel lien faites-vous avec l'architecture? Tout à l'heure, j'ai décrit l'écologie industrielle comme des processus d'échange dans l'espace, c'est-à-dire est-on proche, est-on loin, telle est la question, est-on bouclé ou est-on ouvert sur la biosphère, c'est-à-dire est-ce qu'on la pollue ou est-ce qu'on gaspille. La question du recyclage, finalement, c'est la même chose, la même dynamique, cyclée, bouclée sur soi-même, mais non pas dans l'espace, mais dans le temps. À telle enseigne qu'on peut parler de recyclage, de réemploi, de réutilisation, de réparation, de réduction, mais pour un architecte, on va parler aussi de restauration, de réhabilitation, de réaffectation, de renaissance même, puisque on peut convoquer l'histoire dans toutes ces approches liées au recyclage. Finalement, c'est la même dynamique, mais au lieu d'être dans l'espace, elle est dans le temps. L'intérêt de ça, c'est que comme les physiciens qui depuis un bon siècle maintenant, voire même plus, pensent l'espace et le temps de manière simultanée, ils parlent d'espace-temps, je vais parler de physique aujourd'hui en dissociant espace et temps paraît, comment dirais-je, anachronique, eh bien, je crois que les architectes devraient aujourd'hui penser l'espace et le temps de la même manière. Et le recyclage est une bonne
un bon outil pour penser ces questions d'économie circulaire dans le temps, comme l'écologie industrielle le pense dans l'espace. Exemple, un bâtiment ne doit pas se penser uniquement le jour de son inauguration, mais tout au long de sa vie, et puis en imaginer le démantèlement pour pouvoir construire un autre bâtiment dans une perspective future. Voilà, on est bien dans des questions qui sont des questions ouvertes à tous, et y compris aux architectes dans leur capacité à penser ces questions de recyclage. Et existe-t-il aujourd'hui déjà des bâtis qui ont intégré cette notion de recyclage que vous évoquez? Alors, historiquement, j'allais dire que c'était le modèle historique, puisqu'il n'était pas rare qu'on construise, et il était même, je crois, le plus courant qu'on construise des bâtiments sur, j'allais dire, les décombres de bâtiments précédents. Les exemples historiques sont très, très nombreux. La question maintenant, c'est est-ce que notre économie linéaire mondialisée aujourd'hui est une simple parenthèse et nous reviendrions vers cette utilisation massive de recyclage, j'allais dire les villes seraient les mines des villes futures, ou au contraire pense-t-on, comme toujours, que le bâtiment doit être construit avec telle fenêtre fabriquée en Chine, quand bien même le bois utilisé par les Chinois viendrait de nos forêts françaises. C'est toute la question qui se pose aujourd'hui aux architectes quand ils sont amenés à s'interroger sur la question du recyclage. La troisième dimension de l'économie circulaire est, selon vous, Grégoire Bignet, l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez développer cette notion? Je suis parti de l'économie sociale et solidaire parce qu'il me semble que c'est une forme d'économie qui est la plus proche de celle qui pourrait émerger d'une économie circulaire. Je m'explique, dans l'économie sociale et solidaire, les entités économiques ne sont pas uniquement des entreprises et des consommateurs, mais peuvent être aussi le monde associatif, peuvent être des institutions qui n'ont rien à voir avec des procédures industrielles ou économiques visant à une plus-value. On est donc loin d'une part de l'économie libérale ou de l'économie planifiée, mais une forme d'économie qui, là, par sa proximité et par la frugalité des moyens qu'elle met en œuvre, est assez proche des deux premiers volets dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'écologie industrielle et le recyclage. Pour essayer de comprendre cela, je me suis intéressé autour de moi et avec mes étudiants à ce que j'ai appelé moi trois architectures circulaires sous la forme d'une part d'un apiculteur amateur qui utilisait un terrain que lui avait prêté quelqu'un qui était parti en EHPAD et qui exploitait ses ruches avec une association appelée Mon Potager en Ville, dont association qui s'intéressait au travail de la terre localement. Un autre exemple était des jardins partagés et cultivés et jusqu'à abriter aussi des variétés, notamment de pommes assez rares, faisant donc partie d'une association nationale qui s'appelle les Croqueurs de Pommes. Et puis, la plus grande brocante caritative d'Île-de-France, je veux citer l'Oder à Montmorency, qui là aussi est fondée sur une économie du recyclage, la récupération du recyclage. Ce qui m'a intéressé dans ces trois exemples, c'est d'une part, en tant qu'architecte, l'espace qui en découlait, quels étaient leurs besoins, quel espace finalement en résultait. Et puis surtout, je me suis posé la question, est-ce que ces trois architectures circulaires pourraient fonctionner ensemble? Et là, je me suis dit, finalement, à réfléchir à ces liens de gens qui ne se connaissaient pas du tout, hein, ils sont à 400 mètres à vol d'oiseau et ils ignorent leur propre existence, eh bien, nous pourrions réfléchir à une économie municipale, non pas une économie planifiée ou ultralibérale, mais où le rôle du politique serait un rôle initiateur ou faisant levier qui permettrait de mettre en relation toutes ces démarche citoyenne et en tant qu'architecte, finalement s'intéresser à l'articulation de ces architectures circulaires, c'est bien pour moi être l'architecte du XXIe siècle. Alors ces trois exemples, celui de l'apiculteur, celui des jardins partagés et celui de la brocante caritative, vous les englobez sous la même bannière d'architecture circulaire. Je reprends là vos termes, Grégoire Bignet. En quoi, selon vous, sont-elles effectivement des formes d'architecture?
L'architecture circulaire, c'est l'architecture dont le fondement euh, est un dispositif à la fois spatial et temporel, et qui peut se décrire comme un objet, mais qui n'est pas forcément un objet que matériel, qui peut être un objet social aussi, qui peut être un objet qui matériel, qui peut être caractérisé par les liens qui relient les acteurs qui forment cette architecture. Ça veut dire que penser aujourd'hui l'architecture uniquement comme un objet construit un parpaing au-dessus d'un autre me paraît extrêmement réducteur et surtout absolument inopérationnel dans la pensée du monde à venir. Je pense que être architecte aujourd'hui, ça n'est pas uniquement connaître les normes de la construction, mais réfléchir à l'élaboration ou l'incitation de l'émergence de ce type de dispositif que j'ai décrit dans les 3 exemples. Le dernier chapitre de votre livre porte sur le Mont Saint-Michel, Grégoire Binier. Et pourquoi donc? Pourquoi le Mont Saint-Michel? Alors d'abord parce que, évidemment, la présence humaine sur le mont est très ancienne, hein, elle date du 9e siècle. Et donc là, on a l'épreuve du temps qui valide un certain nombre de dispositifs dont je parlais tout à l'heure, architecturaux, mais aussi théologiques et économiques aussi. Ce qui m'a intéressé, c'est d'une part, la part que l'histoire pourrait apporter dans toutes ces réflexions sur le futur, d'une part, et d'autre part, le Mont Saint-Michel, pas uniquement réduit à un objet touristique, un objet économique touristique, mais toute la baie du Mont Saint-Michel, c'est-à-dire l'entité écologique que constitue la baie, qui est tout à fait exceptionnelle, comme vous le savez, mais aussi cette économie des maraîchers, cette économie aussi plus en pointe. On est là dans une région économiquement avec certaines industries très high-tech. On est là aussi dans un cadre de vie tout à fait exceptionnel. J'ai découvert d'ailleurs en m'intéressant au Mont-Saint-Michel au sens large du terme qu'il existait une association mondiale des baies et j'ai trouvé que les baies étaient une entité géographique à la fois intéressante à étudier pour penser l'avenir, mais aussi j'allais dire, comme emblématique du combat qui nous attend, c'est-à-dire, je dirais, le Mont-Saint-Michel ne se bat plus contre l'anglais, mais contre le dérèglement climatique. Grégoire Binier, nous arrivons au terme de notre entretien. Avez-vous un dernier message à transmettre pour conclure ce podcast? De toutes ces procédures qui sont quand même assez, comment dirais-je, non pas complexes, mais il faut les expliquer clairement pour les comprendre, et j'ai mis du temps moi-même à comprendre tout ça. Je pense que nous pourrions garder une simple phrase. Faire un bon repas froid après la noce. Je m'explique, ou j'espère que la formule parle d'elle-même. Il est tout aussi bon de passer un moment le lendemain de la noce, par exemple, en discutant avec le cousin de province qu'on n'a pas vu depuis longtemps, pardonnez-moi pour ce lien un peu qui n'a rien de discriminant, que finalement de tenter de converser avec une musique tonitruante lors de la noce. Ça veut dire que là encore, l'écologie ne doit pas être vue comme quelque chose, comme une privation, une frugalité pour juste être une frugalité, mais une autre manière, un autre rapport au monde et surtout une perspective particulièrement réjouissante de l'avenir. Merci beaucoup Grégoire Binier pour cet aperçu du second livre de votre trilogie sur l'architecture, qui est donc intitulé Architecture et économie, ce que l'économie circulaire fait à l'architecture. D'ailleurs, ce livre a été publié aux éditions Erol en mai 2018. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin, car nous avons évidemment très envie d'en savoir plus sur le 3e opus de cette trilogie. À très bientôt donc, Grégoire Binier, pour découvrir le lien entre cette fois architecture et énergie.